Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 5 septembre 2024, dans ma région natale, la Normandie, il pleut énormément. Quand j'étais enfant, les villageois disaient « il pleut comme vache qui pisse ». Attention à mes familiarités qui m'ont posé de nombreux ennuis quand j'étais professeur. On confond la familiarité avec la vulgarité. Et la vulgarité, c'est pas forcément d'employer des gros mots. Passons aux choses sérieuses. Problème 2, inégalité des accroissements finis. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez le polycopier en format PDF. Un lien vers mon nouveau blog où, notamment, hier, j'ai placé beaucoup de documents concernant la leçon numéro 1 pour moi, qui est la dérivation. Et puis, dans la journée, je pense que je placerai des documents concernant les suites. La leçon numéro 2 pour moi. Bonne vidéo. Si vous appréciez, un petit pouce levé m'encourage. Un commentaire éventuel si vous le désirez. Et puis, dernièrement, j'ai eu un message très sympathique. Ça fait du bien. Soyons positifs. L'énoncé, la fonction petit f est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale 2 moins 1 demi de ln de x. Je rappelle que ln de x existe si et seulement si x est strictement positif. Le plan est muni d'un repère tout normé OIJ. Grand C, la courbe représentative de la fonction f. Grand D est la droite d'équation y égale x. On se propose de montrer que la droite découpe la courbe C en un seul point et de déterminer une valeur approchée de l'abscisse de ce point. Partie A, question 1, déterminer la limite de la fonction f en 0 et en plus infini, c'est en fait 0 plus ici, vu l'ensemble de définition de la fonction. Question 2, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Question 3, démontrer que si x appartient à l'intervalle 1,2, alors f de x appartient à l'intervalle 1,2. Question 4, justifier que pour tout Lx de l'intervalle 1,2, f' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 0,5. Partie B, la fonction g est définie sur l'intervalle 0 plus infini par g de x égale x moins f de x. Question 1, montrer que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Question 2, démontrer que l'équation g de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Question 3, justifier que alpha est compris entre 1 et 2. Question 4, quel est le nombre de solutions de l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Partie C, la suite UN est définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale f de UN pour tout entier naturel n. La suite Vn est définie par Vn égale valeur absolue de UN moins alpha pour tout entier naturel n. On peut considérer que Vn est une suite auxiliaire. Vn, c'est la distance entre UN et alpha. Question 1. On considère le graphique donné en annexe. Petit a, placer UN sur l'axe d'abscisse pour n entier compris entre 0 et 3. Petit b, conjecturer la limite de la suite UN. Petit c, démontrer que pour tout entier naturel n, UN appartient à l'intervalle 1, 2. Alors je vais vous faire voir l'annexe. Donc voici la figure de l'annexe où ont été représentées la courbe C qui représente la fonction f, la droite d'équation y égale x sur un certain intervalle. Question 2a, justifier que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est inférieur ou égal à 0,5 Vn. Petit b, démontrer que pour tout entier naturel n, Vn est inférieur ou égal à 0,5 à la puissance n. Petit c, en déduire la limite de la suite Vn, puis la limite de la suite Un. Question 3, déterminer le plus petit entier naturel k tel que 0,5 à la puissance k soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 3. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de UK puis de alpha, c'est la question 3b.
Correction, partie A, question 1, déterminer la limite de la fonction petit f en 0 et en plus infini. Alors, on rappelle l'expression de f de x, 2 moins 1 demi de ln de x pour tout réel x strictement positif. Alors, j'ai commencé par la limite en 0 plus. Donc, sur une feuille, au brouillon, on peut commencer par dire que quand x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Multiplié par moins 1 demi de ln de x va tendre vers plus l'infini. On ajoute 2, on va obtenir plus l'infini. Allons-y. Rédaction, limite quand x tend vers 0 plus ln de x, on sait que c'est moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 demi de ln de x, c'est plus infini. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de 2 moins 1 demi de ln de x égale plus infini. Conclusion, la limite de la fonction petit f en 0 plus est plus l'infini. En plus infini, que va-t-il se passer? On sait que quand x tend vers plus infini, ln de x tend vers plus l'infini. Multiplié par moins 1,5 de ln de x va tendre vers moins l'infini. On ajoute 2. F de x va tendre vers moins l'infini. Rédaction. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus infini. Donc en multipliant par moins 1,5, on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 demi de ln de x, c'est moins l'infini. On ajoute 2, on obtient moins l'infini. Et donc on peut conclure la limite de la fonction petit f en plus l'infini est moins l'infini. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. F de x égale 2 moins 1 demi de ln de x, on va calculer f' de x. Alors, la dérivée de 2, c'est 0. Moins 1 demi fois 1 sur x, on va obtenir moins 1 divisé par 2x. Alors, comme 2 est strictement positif, x est strictement positif, 2x va être strictement positif. Et en prenant l'inverse d'un nombre strictement positif, on obtient un nombre réel strictement positif. Et donc, son opposé strictement négatif. On a tout de suite f' de x strictement inférieur à 0. Alors, puisque la fonction f' est strictement négative sur l'intervalle 0 plus infini, on en déduit que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, toujours ouvert en 0. On peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction petit f en indiquant la limite en 0 qui est plus l'infini, la limite en plus l'infini qui est moins l'infini, le signe de la dérivée et puis les variations évidemment de f. Question 3, démontrer que si x appartient à l'intervalle 1, 2, fermé en 1, fermé en 2, alors f de x appartient à cet intervalle. Et bien on va dire que puisque x est compris entre 1 et 2, comme f, on vient de démontrer qu'elle est strictement décroissante sur 0 plus infini, et ici j'ai écrit seulement décroissante puisque les inégalités sont larges. Mais si les inégalités avaient été strictes, on aurait eu besoin du mot strictement ici, que je vais mettre entre parenthèses. Et donc f de 1 va être supérieur égal à f de x, supérieur égal à f de 2. Et donc en rangeant dans l'ordre croissant, f de 2 inférieur égal à f de x, inférieur égal à f de 1. Alors il s'agit de montrer que f de x appartient à l'intervalle 1, 2, donc on va s'intéresser aux deux bornes que nous avons trouvées ici de l'encadrement, f de 2 et f de 1. f de 1, le plus grand, c'est 2 moins 1,5 de ln de 1, et ln de 1 vaut 0, donc on obtient 2. Et puis f de 2, c'est 2 moins 1,5 de ln de 2. Alors ici, je me suis contenté d'une valeur approchée. On obtient f de 2 environ égal à 1,65 en utilisant une calculatrice. Ce qui fait que, puisque on avait cet encadrement f de 2 inférieur égal à f de x inférieur égal à f de 1, je vais l'écrire. On peut dire donc que eh bien, f de x est bien compris entre 1 et 2, puisque f de 2 est supérieur égal à 1. Et que f de 1 vaut 2. Donc, on a démontré que si x appartenait à l'intervalle 1, 2, fermé en 1, fermé en 2, alors f de x y appartient aussi. Question 4, justifier que pour tout réel x de cet intervalle 1, 2, valeur absolue de f' de x est inférieure égal à 0,5. Alors, on va utiliser l'expression de la dérivée qu'on connaît.
f' de x est moins 1 sur 2x, et donc sa valeur absolue, c'est 1 sur 2x, puisque moins 1 sur 2x est strictement négatif. C'est un peu plus agréable de travailler avec des expressions positives, comme 1 sur 2x. Alors, x est compris entre 1 et 2, 2x est compris entre 2 et 4, c'est le dénominateur. On passe à l'inverse, on change le sens des inégalités. 1,5 supérieur ou égal à 1 sur 2x supérieur ou égal à 1 quart, et quand on range dans l'ordre croissant, on va obtenir 1 quart inférieur ou égal à 1 sur 2x inférieur ou égal à 1,5, et on va conserver que la deuxième inégalité pour pouvoir dire que pour tout réel x de l'intervalle 1, 2, fermion 1, fermion 2, valeur absolue de f' de x est inférieur ou égal à 1,5, c'est-à-dire 0,5. Partie B, question 1. Montrer que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Alors, pour tout réel x plus grand que 0, g de x, c'est x moins f de x. Donc, on va calculer g' de x, qui est 1, la dérivée de x, moins f' de x, la dérivée de f. Alors, f' de x, on sait qu'elle est strictement négative, donc son opposé, moins f' de x, est strictement positive. Si on ajoute 1, on va obtenir un moins f' de x plus grand que 1, et donc g' de x est plus grand que 0, puisqu'il est même plus grand que 1. La fonction g' est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini, donc g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, toujours ouvert en 0. Question 2, démontrer que l'équation g de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. On sent qu'on va aller chercher le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, cherchons déjà, puisqu'on travaille dans 0 plus infini, la limite en 0 plus de la fonction g, et puis aussi sa limite en plus l'infini. Alors, donc je rappelle que g de x, c'est x moins f de x pour tout réel x strictement positif. Et donc, quand on va chercher la limite en 0 de la fonction g, on a besoin de la limite de x en 0, pas de problème, c'est 0, et puis on a besoin de la limite de f en 0, et on connaît. Rédigeons tout de suite, limite quand x tend vers 0 plus de x, c'est 0, et la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'était plus l'infini. Donc, par différence, on va obtenir la limite quand x tend vers 0 plus de x moins f de x égale moins l'infini. Et donc, la limite de g de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. La limite en x plus, quand x tend vers plus infini de x, c'est plus infini. Et on a vu que la limite quand x tend vers plus infini de f de x, c'est moins l'infini. Et donc, par différence, on va obtenir plus l'infini moins l'infini, plus l'infini plus l'infini, donc plus l'infini. La limite quand x tend vers plus infini de x, moins f de x, c'est plus infini. On en déduit donc la limite quand x tend vers plus infini de g de x, qui est plus l'infini. Bon, on a tous les éléments pour pouvoir rédiger. Et donc, g étant dérivable sur 0 plus infini, g continue sur 0 plus infini, ouvert en 0 toujours. G est strictement croissante sur cet intervalle 0 plus infini. Et l'image par g de 0 plus infini, c'est moins l'infini plus infini, puisqu'on vient de trouver la limite de g en 0 qui est moins l'infini, et la limite de g en plus infini qui est plus l'infini. Le réel 0, il appartient forcément à cet intervalle d'arrivée moins l'infini plus l'infini. Et donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Question 3, justifier que alpha est compris entre 1 et 2. On va aller calculer g de 1 et g de 2. On sait que g de alpha, c'est 0. Alors, g de 1, c'est 1 moins f de 1, donc g de 1, c'est moins 1, puisque f de 1 est égal à 2. G de 2, c'est 2 moins f de 2, donc on va trouver que g de 2, c'est 1 demi de ln de 2. Et donc g de 2, c'est environ 0,35 d'après la calculatrice, mais bon, si on se souvient qu'ln de 2 a pour valeur approchée 0,70,
En divisant par 2, on trouve 0,35. Ce qui fait qu'on peut affirmer que G de 1 est inférieur égal à 0 inférieur égal à G de 2. Donc G de 1 est inférieur égal à G de alpha inférieur égal à G de 2. Alors comme G est croissante, et même strictement croissante sur 0 plus infini, les antécédents sont rangés dans le même ordre, c'est-à-dire 1 inférieur égal à alpha inférieur égal à 2. De toute façon, heureusement que 1 est plus petit que 2. Question 4. Quel est le nombre de solutions de l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0? Bon, alors je prends un réel x quelconque dans l'intervalle 0 plus infini. Qu'est-ce que ça veut dire que f de x égale x? Ben, ça veut dire que x moins f de x vaut 0, c'est-à-dire g de x vaut 0. Et donc ça veut dire que x égale alpha, puisque l'équation g de x égale 0 a une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Ce qui fait que l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0 plus infini possède une seule solution qui est justement le réel alpha. Partie C, question 1a. Placez un sur l'axe d'abscisse pour n entier compris entre 0 et 3. Alors on nous donnait la courbe de la fonction f, grand C, la droite d'équation y égale x qui s'appelle grand D, là, qui est pas très bien placé. Bon. Alors on avait U0 qui valait... Bon, j'ai rectifié parce que je n'avais pas la bonne figure, c'était celle de l'exercice 3. Donc voilà, on a U1 qui vaut 1, donc un tracé vertical pour rejoindre la courbe. On obtient un certain point, tracé horizontal pour rejoindre la droite, ce qui fait que ce point a pour abscisse U2. C'est n'importe quoi ce que je vous ai dit. On part de U0 égale 1. Donc on rejoint la courbe C par un tracé vertical et puis ensuite par un tracé horizontal, on rejoint la droite. Et donc ce point pour abscisse, pour en donner U1, pardon, et donc son abscisse c'est aussi U1 puisqu'il est placé sur la droite d'équation Y égale 1. J'étais parti de U1 tout à l'heure. Et donc à partir de U1, on rejoint verticalement la courbe C, puis on rejoint horizontalement la droite D d'équation Y égale X, et donc on obtient l'abscisse du point qui est U2, et ainsi de suite. Alors ici, la convergence semble très rapide. Le point que vous voyez, en fait, avec GeoGebra, j'ai tracé le point A comme intersection de la courbe C et la droite D, donc son ordonnée c'est alpha, son abscisse c'est alpha. Bon. Alors si on regarde les premiers termes là de la suite UN, U0 est plus petit que U1, mais U1 est plus grand que U2, U2 est plus petit que U3, donc la suite a l'air ni croissante ni décroissante, cependant elle a l'air de converger vers alpha, donc conjecturer, question 1b, la limite de la suite UN, on conjecture que la limite de la suite UN est le réel alpha. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN appartient à un 2. Alors en fait ici je mets par récurrence, puis je vais changer dans le texte. Il va falloir penser parfois au fait qu'il faut utiliser une démonstration par récurrence dans le post-bac, dans l'enseignement supérieur, c'est pas toujours dit. Alors, étape 1, initialisation, vérifions que U0 appartient bien à l'intervalle 1, 2, fermé en 1, fermé en 2, systématiquement. Alors, U0 vaut 1 et 1 appartient bien à cet intervalle 1, 2, donc U0 appartient à 2. Étape 2, l'hérédité, supposons que UN appartient à l'intervalle 1, 2, montrons alors que UN plus 1 appartient à l'intervalle 1, 2. Alors, par hypothèse de récurrence, on dit que UN appartient à 2, donc on va faire agir la fonction f à UN, puisque f de UN, c'est UN plus 1. Et d'après la question A3, on sait que si un nombre x appartient à un 2, alors f de x appartient à un 2, donc on peut dire que f de UN appartient à l'intervalle 1, 2, et donc UN plus 1 appartient à l'intervalle 1, 2.
Question de A, justifier que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est inférieur ou égal à 0,5 Vn. Alors, on sait que pour tout entier naturel n, Vn, c'est la valeur absolue de un moins alpha, et donc c'est avec un et alpha, en fait, qu'on va travailler au départ, puisque pressant qu'on va utiliser l'inégalité des accroissements finis, et surtout qu'on sait que pour tout réel x de l'intervalle 1, 2, fermé en 1, fermé en 2, systématiquement, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 0,5. Alors là, je l'ai rappelé, l'inégalité des accroissements finis avec les valeurs absolues pour tout réel a et b de l'intervalle 1, 2. Valeur absolue de f de b moins f de a est inférieure ou égale à 0,5, valeur absolue de b moins a. Et donc, on va appliquer cette inégalité en choisissant petit a et petit b. Alors, on va choisir, vu le petit a égale alpha, vu qu'on a ça, et puis petit b égale un. Et pourquoi on a le droit de faire ça? Parce qu'on a démontré que pour tout entier naturel n, un appartient à 1, 2 et alpha aussi. Donc, c'est légitime de prendre un et alpha. Alors, on en déduit que valeur absolue de f de un moins f de alpha est inférieure ou égale à valeur absolue de un moins alpha. Or, on sait que f de un, c'est un plus 1 et f de alpha, c'est alpha. Puisque alpha est le seul point fixe, d'ailleurs, de la fonction petit f. Donc, valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieure ou égale à 0,5 valeur absolue de un moins alpha. Et donc, on peut dire que Vn plus 1 est inférieur ou égal à 0,5 Vn. Ah, si on avait une égalité, Vn serait une suite géométrique, mais ce n'est pas le cas. 2b, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn est inférieur ou égal à 0,5 à la puissance n. Alors, en fait, je vais changer le texte, j'avais plus mis par récurrence. Il faut y penser. Alors, étape 1, initialisation, on va vérifier que V0 est inférieur ou égal à 0,5 puissance 0, c'est-à-dire que V0 est inférieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur V0? C'est la valeur absolue de U0 moins alpha, c'est-à-dire que c'est valeur absolue de 1 moins alpha. Alors, comment se débarrasser de la valeur absolue? On sait que alpha est compris entre 1 et 2, et donc 1 moins alpha est négatif. Et donc, valeur absolue de 1 moins alpha est égal à son opposé, alpha moins 1. Comme alpha est compris entre 1 et 2, on en déduit en soustrayant 1 que 0 inférieur égal à alpha moins 1 inférieur égal à 1. Donc, on retrouve bien que alpha moins 1 est positif notamment, mais il est inférieur égal à 1. Et donc, la valeur absolue de U0 moins alpha est inférieure égal à 1. Et donc, on a bien V0 inférieur égal à 0,5 à la puissance 0. Il y a un peu de travail pour l'initialisation, ça change de la classe de terminale. Très souvent, c'était immédiat. Ici, c'est pas tout à fait immédiat. Étape 2, hérédité. On va supposer que Vn est inférieur ou égal à 0,5 puissance n pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Et alors, on va montrer que Vn plus 1 est inférieur ou égal à 0,5 à la puissance n plus 1. Alors, par hypothèse de récurrence, Vn est inférieur ou égal à 0,5 à la puissance n. On doit faire apparaître 0,5 à la puissance n plus 1, donc on va multiplier par 0,5 cette inégalité. 0,5 est strictement positif, donc on ne change pas le sens. 0,5 Vn est inférieur ou égal à 0,5 à la puissance n plus 1. Mais nous, ce qu'on veut dans le premier membre, c'est Vn plus 1, c'est pas 0,5 Vn. Sauf qu'il y a un lien entre 0,5 Vn et Vn plus 1, on l'a vu dans la question 2a apparemment, c'est ça. Vn plus 1 est inférieur ou égal à 0,5 Vn. Et comme nous, on vient de voir que 0,5 Vn est inférieur ou égal à 0,5 à la puissance n plus 1, on peut affirmer que Vn plus 1 est inférieur ou égal à 0,5 à la puissance n plus 1. Question 2c, en déduire la limite de la suite Vn puis la limite de la suite Un. Alors je rappelle quand même que
pour tout entier naturel n, Vn, c'est valeur absolue de un moins alpha. Il faut qu'on ait le lien entre un et Vn. Vn, c'est la distance entre un et alpha. Et puis, Vn est inférieur ou égal à 0,5 puissance n, on vient de le démontrer, c'est-à-dire que la suite Vn, on dit qu'elle est majorée par la suite de termes générales 0,5 puissance n, qui est une suite géométrique. Et puis, Vn étant une distance, Vn est positif. Donc, on a une double inégalité ici. Alors, comme le nombre 0,5, il est strictement compris entre moins 1 et 1, la limite de 0,5 à la puissance n, c'est 0. Et par encadrement, ou d'après le théorème des gendarmes, on peut affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est 0. Du coup, on a la limite de la valeur absolue de un moins alpha qui est 0, et donc on peut conclure que la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini, c'est alpha. Alors, quand j'enseignais en terminale l'inégalité ou les inégalités des accroissements finis, parfois je disais aux élèves, n'hésitez pas dans un texte, si on travaille avec une suite valeur absolue de un moins alpha, vous posez une fonction auxiliaire Vn et puis vous travaillez avec Vn, c'est peut-être plus simple. Question 3, déterminer le plus petit entier naturel k tel que 0,5 à la puissance k soit inférieur ou égal à 10 moins 3. Donc 0,5 à la puissance k inférieur ou égal à 10 moins 3, ça équivaut à ln de 0,5 à la puissance k inférieur ou égal à ln de 10 puissance moins 3, puisque la fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Ou bien on peut dire que pour deux réels A et B quelconques strictement positifs, ln de A inférieur ou égal à ln de B équivaut à A inférieur ou égal à B. Par propriété algébrique du logarithme népérien, cela veut dire que k ln de 0,5 inférieur ou égal à moins 3 ln de 10. Donc je rappelle, ln de 10 puissance moins 3, c'est moins 3 ln de 10. Pour tout réel A strictement positif et pour tout P entier relatif, ln de A puissance P est égal à P ln de A. ln de 0,5 c'est ln de 1,5, donc ça va annuler moins ln de 2, et donc on va pouvoir dire que par équivalence moins k ln de 2 inférieur ou égal à moins 3 ln de 10. En prenant les opposés, on va changer le sens de l'inégalité, k ln de 2 supérieur ou égal à 3 ln de 10. Et en divisant par ln de 2 qui est strictement positif, on obtient k supérieur ou égal à 3 ln de 10 divisé par ln de 2. On conserve le sens des inégalités. Et si on calcule 3 ln de 10 divisé par ln de 2, on va pouvoir en déduire que k est supérieur ou égal à 10. Donc, une calculatrice fournit 3 ln de 10 divisé par ln de 2 environ égal à 9,97. Cela veut dire que k est supérieur ou égal à 10, et donc le plus petit entier naturel k tel que 0,5 puissance k inférieur ou égal à 10 puissance moins 3 et k égale 10. Question 3b, à l'aide de la calculatrice, donnez une valeur approchée de uk puis de alpha. Alors, je ne l'ai pas précisé dans les vidéos problème 1, exercice 3, c'est un peu dommage, peut-être. Avec une calculatrice, on peut utiliser les deux instructions suivantes. Donc, on va placer 1 dans la mémoire U, et puis ensuite, on va placer 2 moins 1,5, que j'ai écrit 0,5 fois ln de U, dans U, ce qui fait qu'on peut utiliser, en fait, n'importe quel modèle de calculatrice. Donc après 1 dans U, évidemment, on fait entrer. Ici, on fait entrer. Et qu'est-ce qui va se passer? On va obtenir U1. Et en faisant entrer, on va obtenir U2. En faisant entrer U3, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir trouver une valeur approchée de U10. Je vais utiliser une calculatrice. Voilà, c'est un modèle TI que j'ai, mais on va voir que ce qu'on va faire peut se faire avec n'importe quel modèle de calculatrice. Donc, 1 que je vais placer dans grand U. Et puis ensuite, 2 moins, alors 0,5 multiplié par ln de U, si mes souvenirs sont bons,
qu'on stocke dans U. Et donc, quand on va faire entrer ici, puisque U vaut 1 d'après la ligne précédente, on va obtenir, c'est-à-dire U0, on va obtenir ici U1. U1 vaut 2. Bon, f de 1 égale 2, on l'avait vu. Hein. Et donc, il suffit de pianoter, et puis de regarder un peu ce qui se passe, et puis nous, on a besoin de connaître U10. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut compter, là, on est à U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Bon, bah voilà une valeur approchée de U10. 1,726846723 d'après la machine. Alors si on continue un peu notre travail, on va certainement se rapprocher de plus en plus de alpha. Alors on aurait pu essayer de regarder de manière plus lente les premiers termes de la suite et voir qu'en fait il y avait une oscillation, c'est-à-dire que en fait la suite des termes de rang impair et la suite des termes de rang pair, ils sont monotones, l'une est croissante, l'autre est décroissante, mais que la suite UN n'est ni croissante ni décroissante, enfin c'est une conjecture. Hein. Passons à des termes de plus en plus grands, et on va constater que finalement, la suite UN a l'air de se rapprocher de plus en plus de 1,726850411, qui est certainement une très bonne valeur approchée du nombre alpha. Alors évidemment, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Alors là, ça va être seulement sur TI. Alors, pour ceux qui auraient une TI, je vais le montrer quand même s'ils ont, mais normalement, ils l'ont eu en terminale. D'abord, il y a à régler le mode qui est tout en haut là à gauche, puisque ici on ne travaille plus avec une fonction, on va travailler avec une suite. On quitte. Ensuite, dans f de x, on place la suite. Alors je l'ai fait tout à l'heure, hein, donc alors j'ai choisi le mode suite n plus 1, puisque les Casio notamment aussi fonctionnent comme ça. N-min, j'ai mis 0, c'est la valeur minimale du rang de n. Et un plus 1, 2 moins 0.5 multiplié par ln de un, c'est l'expression de notre suite récurrente. Et puis, il faut régler u0 égale 1. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un u de 1? C'est parce qu'on peut aussi travailler avec des suites récurrentes portant sur deux termes, peu importe. Alors, on règle normalement pour avoir la table def table. Donc là, le début de table, il est à 4. Je vais le remettre quand même à 0 et il part pas de 1. Donc, def table se situe au-dessus de fenêtre. On va quitter, on n'est pas obligé, mais bon. Quitter. Et puis, dans table, qui est tout en haut à droite, au-dessus de graphe, on va obtenir des valeurs. U0 vaut 1, U1 vaut 2, on l'a déjà vu, et puis ensuite, voilà. Et on retrouve ainsi, évidemment, U10 notamment, que j'ai un peu... Et puis, tout en bas de l'écran, on a beaucoup de chiffres après la virgule. Hein. C'est plutôt en bas qu'il faut regarder parfois. Alors, nous, on avait vu que ça avait tendance à se stabiliser... Bon, faut pianoter un certain nombre de fois quand même ici. La convergence, voilà. Bon, on a un peu plus de chiffres que tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Ensuite, il y a une manière de représenter graphiquement cette suite récurrente. Alors là, ici, sur TI, il faut aller dans Format au-dessus de Zoom pour choisir le bon mode. Alors c'est pas l'heure, et en fait c'est le mode toile, mode web parfois écrit en anglais. Et avec ce mode toile, on va voir qu'on peut s'en sortir. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut régler la fenêtre, en général. Alors je l'ai fait tout à l'heure, donc bon là les valeurs maximum, peu importe. Hein, alors j'ai réglé de telle sorte qu'on puisse travailler dans l'intervalle 1-2. Alors j'ai
Prix Xmin un peu plus petit que 1, 0,75, et Xmax un petit peu plus grand. C'est pour que le tracé, à un moment donné, vertical, ne se fasse pas trop au bord de l'écran. Et puis, ce qu'on choisit pour les X, ben, on choisit la même chose pour les Y. Bon, j'ai choisi 0,25 comme graduation. Bon, ça, c'est pas très grave. Ce qui est surtout important, c'est les Y min, Y max. On fait graphe tout en haut à droite. Ah, là, il a été dessiné, donc donc, a priori, voilà ce qui nous arrive, c'est la droite des quotients Y égale X, la courbe C, et puis avec la fonction trace à gauche de graphe tout en haut. Voilà, en bas, à l'écran, on voit n égale 0, x égale 1, y égale 0, on est au point de coordonnées 0. Et puis avec la flèche ici de droite, voilà le tracé vertical qui arrive, on a un point de la courbe C, le tracé horizontal et ainsi de suite. Et puis en bas de l'écran, vous pouvez même avoir les coordonnées, donc avoir des valeurs approchées. U2, c'est environ 1,653. Évidemment, quand on retombe sur la droite d'équation y égale x, on a la même valeur de x et de y qui s'affiche. U3, une valeur approchée, environ 1,748. Et puis, voilà, on va se rapprocher de plus en plus de alpha, en fait. Dans mes souvenirs, il faut arriver à 411, quelque chose comme ça à la fin. Évidemment, ça demande un peu de travail, là. Ah, même pas. Donc, environ 1,7268504 pour alpha. Je m'étais trompé, le 411, il doit arriver plus tard, plus loin. Donc, U10, une valeur approchée 1,72687. Alors, raisonnablement, on peut penser que alpha est proche de 1, j'ai mis 723. Ce serait quand même mieux. Voilà. C'est même plutôt alpha proche de 1,727. Bon. Le distrait, Pierre Richard. Très grand acteur, ce Pierre Richard, qui jouait dans le distrait. Cette vidéo est terminée pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis que la force soit avec les étudiants et les élèves qui sont rentrés en France, en tout cas, depuis quelques jours. Il reste à dire le classique au revoir.